bonsoir, en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez en ce moment, pour commencer la 17e et dernière séance du mois de l'international ou de Spring Talks de l'École des hautes études en sciences sociales de cette année, dans sa deuxième édition, et il y en aura une troisième, rassurez-vous. Aujourd'hui, la séance constituera une présentation double, probablement un dialogue entre deux historiens médiévistes, qui plus est, qui appartiennent tous les deux au groupe de recherche Anthropologie historique du long Moyen-Âge, lui-même étant un groupe du Centre de recherche historique de l'École des hautes études en sciences sociales. Il s'agit de Pierre Monet, qui est spécialiste de l'histoire des sociétés urbaines et des territoires germaniques au Moyen-Âge, qui a travaillé sur des questions qui ont trait justement à les problématiques d'histoire urbaine, de constitution du territoire en relation avec le politique, mais pas seulement, le Saint-Empire romain germanique. Il est un protagoniste ou un des protagonistes des échanges universitaires et des formations entre la France et l'Allemagne. Il l'a été, il le reste, ayant eu, entre autres, la présidence de l'université franco-allemande. Et en matière de présidence, il est le co-président du prochain festival des sciences sociales que l'École des hautes études en sciences sociales organise tous les ans au mois de septembre à Marseille. Cette année, ce festival qui aura lieu du 21 au 25 septembre porte sur la thématique du temps et s'intitule « À contre-temps ». Parmi les travaux de Pierre Monet, qui sont trop nombreux pour les citer tous, j'en retiens Ville d'Allemagne au Moyen-Âge, un ouvrage paru à Paris en 2004, et beaucoup plus récemment, Charles IV, 1316-1378, un empereur dans l'Europe du XIVe siècle, paru aux éditions Fayard, Charles IV étant Charles IV de Bohême, plus précisément. Et Sylvain Piron, qui est un spécialiste de l'histoire intellectuelle des sociétés médiévales, du XIIe au XIVe siècle, et plus particulièrement de l'histoire de la pensée économique et politique, des débats philosophiques de la fin du XIIIe siècle, des intellectuels et artistes italiens de la génération de Dante, de la papauté d'Avignon, des dissidences franciscaines, du prophétisme, des relations entre juifs et chrétiens, de l'angélologie et, très important, des lettres d'amour. Alors, parmi les travaux de Sylvain Piron, là encore, évidemment, il ne s'agit pas de les citer tous, mais de citer juste quelques-uns. Le plus récent, Christine l'Admirable, paru en 2021, qui traite, si j'ai bien compris, d'une fille sainte un peu délirante du XIIIe siècle. Comment l'appeler, un diptyque, intitulé L'occupation du monde, premier volume, paru en 2018, et le deuxième intitulé, enfin, L'occupation du monde 2, étant Généalogie de la morale économique, paru en 2020, et il s'agit là de pratiquer la vraie longue durée, c'est-à-dire d'interroger les mythes de la pensée économique sur un millénaire, en gros. Parfois un peu plus. Et parfois un peu plus. Alors, le principe de ces Spring Talks, de ce mois de l'international, des séances de ce mois de l'international, c'est au fond,
faire connaître la vie de l'école et de la faire connaître à partir de ce qui s'y fait, notamment autour et dans les séminaires. Sylvain Piron, Pierre Bonnet anime conjointement un séminaire qui s'intitule « Travailler sur et avec les sources en histoire médiévale ». Et un mot près, et je ne sais pas si c'est voulu ou non, mais enfin, c'est le titre de la séance d'aujourd'hui, qui est le suivant, travailler sur et avec les sources du Moyen-Âge. Enfin, je pense que c'est moins qu'une nuance. Et donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole pour vos présentations, vos échanges, et bien sûr, les questions sont plus que bienvenue, que vous pouvez tous et toutes poser à travers le chat de YouTube et nous les recevons au fur et à mesure et on en fera bon usage après les présentations de Pierre et de Sylvain. Merci à tous les deux et c'est à vous. Merci Raphaël. Merci Raphaël, merci à toi. Je vais commencer juste par expliquer donc le séminaire dont nous allons parler aujourd'hui est un séminaire qui est tourné vers les étudiants de master et qui fait partie des enseignements spécifiques de la spécialisation en études médiévales du master, de la mention du master de l'EHESS, Histoire et civilisation. Il y a un seul grand master dans l'EHESS, une mention histoire, et dans cette mention, plusieurs spécialisations. Et pour donc, préparer, pour former des historiens du Moyen-Âge, nous proposons quelques enseignements spécifiques, dont ce séminaire sur les sources. Mais juste un mot donc, pour dire cette spécialisation qui s'appelle études médiévales. C'est important de dire, c'est pas juste histoire médiévale. C'est principalement des historiens, mais avec des intérêts très larges. Donc, le principe de l'EHESS étant de mener un dialogue entre histoire et sciences sociales. Le titre, le nom du groupe de recherche auquel nous appartenons dit bien anthropologie historique. C'est une expression lancée par Jacques Le Goff il y a plus de 40 ans que nous assumons totalement. Nous assumons aussi la totalité de l'héritage de Jacques Le Goff. C'est important pour nous de s'inscrire dans une lignée. Jacques Le Goff ayant été le premier président de l'EHESS, une figure marquante pour toute la maison, et un historien qui avait cette particularité de s'intéresser à tout et à tout type de sources, justement, et qui a beaucoup contribué à élargir les domaines de l'histoire en s'intéressant à toute une série d'objets. Et on essaie, dans la continuité donc, de Jacques Le Goff, à la fois donc, de maintenir cette idée d'anthropologie historique. Moi, le petit dont tu as mentionné sur Christine l'Admirable est un exercice d'anthropologie historique, de voir comment, en faisant l'étude assez détaillée d'une vie de sainte, on peut arriver à poser des questionnements de type anthropologique comparatiste. Et elle a situé dans tout un travail sur la source elle-même. Mais on a aussi, outre cet intérêt anthropologique, aussi des chercheurs comme Étienne Hanheim qui revendiquent davantage une sociologie historique. Donc on a vraiment ce dialogue histoire et sciences sociales, et on accueille des étudiants, même si on n'est pas toujours toutes les spécialités, mais vraiment qui s'intéressent à différents aspects du Moyen-Âge, aussi bien donc, en histoire politique, urbaine, économique, sociale, de façon assez classique, beaucoup d'histoire intellectuelle et histoire des savoirs. L'histoire des sciences est un peu délicate parce qu'il y a un partage à l'EHESS entre l'histoire des sciences qui exclut un peu le Moyen-Âge et une histoire des savoirs que nous pratiquons au sein de notre groupe, mais en dialogue avec le centre Alexandre Coiré, mais aussi de l'histoire du droit, un peu d'histoire littéraire. On essaie d'intégrer, comme le faisait Jacques Le Goff, comme le proposait Jacques Le Goff, d'intégrer les lettres, la littérature, parmi les sources que l'historien peut exploiter, et à titre tout à fait légitime, mais également donc, de l'histoire de l'art. L'histoire des images a été un grand domaine travaillé notamment par Jean-Claude Schmitt, Jérôme Bachet au sein de notre équipe, et actuellement c'est Pierre-Olivier Dittmar et Vincent Debiais qui même revendique lui-même maintenant de faire une histoire de l'art. Donc on assume aussi de former à l'histoire de l'art médiéval, et donc dans une vision vraiment très large, tout ce que peut être l'approche de cette période. La petite lacune que nous avons, c'est l'archéologie. On ne peut pas avoir toutes les spécialités parce qu'on est une petite équipe, donc on manque un peu d'archéologie, mais on a un intérêt pour la culture matérielle avec notamment Pierre-Olivier Dittmar qui fait un travail aussi sur les images, de la matérialité des images. Donc c'est ça, ce champ d'études médiévales, et pour lequel donc on propose
une formation spécifique. Donc, il y a à la fois des savoirs techniques à acquérir quand on veut faire de l'histoire médiévale. La plupart de nos sources, donc on est médiévistes de l'Occident médiéval, donc du monde latin, même si on travaille en dialogue avec notre ami Filippo Ronconi, qui est donc byzantiniste, spécialiste du monde grec, et des échanges entre monde grec et latin. Et Filippo participe à nos travaux, vient régulièrement parler dans nos séminaires, et on espère renforcer encore nos échanges avec lui, parce que c'est un collègue très estimable et très sympathique. Mais c'est vraiment le Moyen-Âge occidental tourné vers les contacts avec d'autres espaces. Donc, formation au latin, qui est indispensable, assurée notamment par Benoît Grévin, qui est un grand spécialiste du latin médiéval, qui est dans notre équipe, et formation à la paléographie, donc à la lecture des documents manuscrits, assurée avec un enseignement assuré par Philippe Maurice, qui est chargé de recherche au CNRS au sein de notre équipe. Et sur l'année, 2 séminaires. Au premier semestre, un séminaire d'historiographie assuré par Étienne Hanheim, qui pose une série de grandes questions historiographiques pour aborder des thèmes débattus, des questions débattues. Et puis nous au second semestre, nous proposons, c'est le même horaire le mercredi soir, ce séminaire d'introduction aux sources, dont Pierre va présenter plus précisément le contenu. Avant qu'on détaille bien sûr les choses. Oui, juste quelques mots d'abord pour rebondir sur ce que Sylvain vient de dire, et tu n'as pas par hasard prononcé le nom de Jacques Le Goff, bien entendu, parce que non seulement, en effet, il nous a accoutumés à appliquer le principe selon lequel tout fait ventre, tout fait source, ce qui est une manière aussi de déhiérarchiser. Le 19e siècle avait construit une sorte d'échelle de valeurs, de sources supérieures, d'autres marginales, le politique, le diplomatique, l'ecclésiastique venant évidemment en haut. Donc, chaque siècle produit ses propres projections mentales sur non seulement le passé, mais sur les sources du passé. Bon. Et dire que tout fait source, c'est que tout document a une dignité à être une sorte de point d'observation, un traité d'alliance comme un petit sceau de chevalier peut nous en dire autant sur les constructions sociales, les rapports de force, de domination dans une société donnée. Et comme tu as cité Jacques Le Goff, on a été beaucoup inspiré dans notre manière de construire ce séminaire par ce grand article qu'il avait fait paraître, Document Monument, où il joue sur le jeu de mots monument, c'est-à-dire la manière dont toute une partie de l'historiographie classique européenne a monumentalisé la source, notamment la source écrite, voilà. Mais il rappelait, il était évidemment bon latiniste, monument vient aussi de monere, c'est-à-dire c'est une forme d'avertissement. Le document avertit aussi au sens où eh bien, l'historien ne doit pas considérer que cette source est déjà là, qu'elle est immuable, qu'elle lui vient par une sorte d'opération ou du Saint-Esprit ou d'un hasard heureux. Et c'est à partir de cette réflexion-là qu'on a décidé de construire ce programme, parce que c'est vrai que si on dit, bon voilà, l'école des hautes études propose un enseignement sur les sources, bon, la belle affaire, je veux dire, on en a dans tous les parcours des universités. Je ne dis pas que nous faisons ici mieux, mais nous essayons de faire autrement, ou en tout cas d'appliquer à cette notion de source un certain nombre de questionnements qui viennent de la tradition de l'école, qui sont des questionnements de type plutôt sociaux, anthropologiques. Donc, pour dire déjà que la première chose que l'on dit aux étudiants, c'est vous avez une source, oui, un document, ça peut être une charte, un privilège, etc. Et puis, ce que vous ne voyez pas, c'est tout ce qu'il n'y a pas. C'est-à-dire, et par un heureux hasard, la première séance du semestre 2022, c'était le 9 mars, correspondait au jour où dans Le Monde paraissait un article qui relatait l'expérimentation faite par un groupe de chercheurs néerlandais en sciences sociales et humaines qui ont repris les méthodes des biologistes, mais en les inversant. Les méthodes des biologistes étant d'essayer de considérer à partir du stock existant de plantes et d'animaux répertoriés tout ce qui reste encore à répertorier dans les prochains siècles ou millénaires si le monde existe encore. Et
ils ont inversé les paradigmes en employant la même méthode, c'est-à-dire un stock existant, mais en le rétroprojetant et en essayant de comptabiliser tout ce que l'on avait perdu. À tout jamais. Hein. Bon, donc leur calcul, c'était qu'il nous reste à peu près, période, siècle confondu du Moyen-Âge, mais Sylvain, tu pourras voilà, préciser cela, à peu près 10%. Donc, notre vision d'une période longue du Moyen-Âge, qu'on la fasse arrêter en 1500, 1800, repose sur un stock documentaire qui, par la force des choses, eh bien, fait que nous ne connaissons pas les 9/10 de ce qui a pu être écrit, enregistré, sauvé ou pas. Quelquefois pour des raisons tout à fait logiques, lorsque l'Église déclare hérétique telle doctrine ou... Alors oui, soit elle, oui, je sais bien. Mais il y a quand même eu des logiques de destruction rationnelle, ou en tout cas, bon. Alors, j'aurais peut-être pas dû prendre l'exemple de l'Église. On va dire également lorsque tel royaume ou telle principauté annexe un territoire, il y a aussi un ménage documentaire qui est fait. Donc, il existe des stratégies rationnelles, en tout cas argumentées, de ne pas conserver des sources. Et puis, il y a le hasard inattendu, catastrophique, climatique. Alors, ça peut être la bonne catastrophe qui fait que Pompéi, on a tout. Bon, c'est la bonne catastrophe documentaire. Et la mauvaise, c'est les lits des rivières qui d'un seul coup débordent et qui, dans les monastères, éliminent la documentation jusqu'à 1 mètre de haut. Et donc, eh bien, on va faire une histoire du monastère très rationnelle, dont le socle documentaire repose sur une inondation qui, par un hasard tout à fait étranger à la source, nous prive d'une partie de la documentation. Donc, on commence par là, par dire, il y a la source, d'accord. Ensuite, on peut ergoter, documents, archives, etc. Bon, c'est une partie de la réflexion. Et il y a tout. Il n'y a plus. Voilà. Ça, oui. Et donc, Sylvain voulait... Non, parce que on commence par là, ce séminaire. Donc, on va commencer cette année cette question, qui est une façon vraiment très pratique de faire ressentir aux étudiants que, finalement, on ne peut pas prendre pour acquis ce qu'on... On n'est pas en train d'étudier un phénomène qu'on pourrait dans sa globalité. On n'est pas comme un anthropologue qui va sur un terrain et qui peut voir l'ensemble d'une société, enfin l'ensemble d'un terrain qu'il étudie, donc d'un groupe humain et de son environnement, ou d'un sociologue qui mène une enquête sur un terrain qui peut essayer de comprendre dans sa globalité. On est confronté à ces hasards de la conservation, qui peuvent être des hasards, qui peuvent être des choix, mais qui donnent ce sentiment l'importance de percevoir les contingences auxquelles on doit faire face, pour ne pas prendre pour acquis le fait que étudier une série documentaire revient à étudier une région, une période, une question. C'est pour ce point. Et justement, alors prenons l'exemple d'Avignon et par exemple de l'hérésie aussi, parce que c'est là où c'est très intéressant. On pourrait se dire les papes, l'Église veut effacer et détruire les hérésies, donc elle détruit tout. Mais non, au contraire, l'Église a plutôt tendance à conserver les documents qu'elle interdit pour pouvoir vérifier. Comment fait-on la preuve d'une hérésie si on n'a pas les documents des hérétiques? Donc, au contraire, l'Église a une tendance, et c'est pas le seul, mais c'est un des moteurs de construction des archives ecclésiastiques, c'est conserver les documents interdits. Certes, on fait une destruction pour le grand public, on détruit, on fait brûler des livres, on a plein d'exemples. Quand l'Église veut interdire le Talmud, c'est dans la répression des communautés juives au XIIIe siècle, on brûle des exemplaires, mais on en conserve aussi. Et surtout, les écrits sont souvent conservés. Mais c'est là où c'est intéressant de regarder dans le détail comment ça se produit, comment ça se passe. Et donc, je vais prendre quelques exemples de la papauté d'Avignon, puisque ces questions donc, de conservation des documents, ce sont des institutions qui les conservent. Je pense que la principale source de perte, c'est quand on a des documents qui sont des documents personnels d'un individu qui meurt et dont les documents sont dispersés, perdus. Pour prendre un exemple d'une personne très célèbre au Moyen-Âge, Pierre Abélard, un des grands philosophes du Moyen-Âge, un des grands auteurs de Lettres d'amour, qui a utilisé référence, sur qui je vais travailler de ce point de vue-là. Pierre Abélard est un intellectuel indépendant, finalement.
Il est abbé, mais il renonce à sa charge d'abbé, parce qu'il voit un certain nombre de problèmes, pour revenir enseigner à Paris. Il est accusé lui aussi d'hérésie, il veut se défendre, et il meurt sur la route. Et on a dans la description de ce qu'il reste, on dit qu'il meurt avec une liasse de papier. C'est le mot qui est utilisé. On a une liasse de papier. On peut vaguement deviner où les papiers ont été déposés dans un prieuré dépendant de Cluny. On a une mention de quelqu'un au XVIIIe siècle qui a accès à cette liasse de papier, mais elle est perdue et on ne sait pas ce qu'il y avait dedans. On peut recomposer, voilà. Mais on n'a pas les archives de Pierre Abélard. Puisqu'il n'est pas moine, il n'est pas dans une abbaye, il n'est pas dans une institution, ces papiers ont été dispersés. Donc ce sont les institutions en premier lieu ecclésiastiques qui conservent une mémoire, qui ont des archives, des bibliothèques. Mais quand l'Église commence à se construire comme une vraie bureaucratie, c'est ça la papauté d'Avignon au début du XIVe siècle, c'est vraiment le moment de la création d'une bureaucratie. Donc c'est très important de comprendre aussi pourquoi il y a une production documentaire qui accélère, qui augmente. Le pape et les cardinaux remplissaient différentes fonctions, et c'est le moment où presque toutes ces fonctions se transforment en bureaux. Il y a des bureaux que les cardinaux supervisent, plus ou moins près, mais une vraie administration autonome qui se met en place et qui petit à petit invente ces pratiques documentaires et de conservation, etc. Donc, on peut se dire, oui, Avignon, c'est le début de cette grande production documentaire rationnelle et archivée. Or, quand on regarde de près, on découvre des cas assez frappants où des documents très importants qui auraient dû être conservés ont été perdus. Et on se rend compte alors soit de décisions, alors pour prendre deux cas particuliers assez intéressants, on a dans les années 1310 un grand débat sur la pauvreté franciscaine. Il y a eu beaucoup de débats sur la pauvreté franciscaine, qui est une des questions chaudes du XIVe siècle, mais un débat en particulier qui se termine pendant le Concile de Vienne, donc grande réunion de toutes les églises occidentales, latines, avec donc des représentants de tous les évêchés, des prélats, des moines, enfin des abbés, et débat donc public dans lequel les deux parties opposées échangent des mémoires, des accusations réciproques, et les deux se traitent d'hérétiques mutuellement. Or, à la fin des débats, l'un des deux représentants, Hubertin de Casale, qui est fameux pour être un des personnages du Nom de la Rose, Umberto Eco, donc, beaucoup de personnes connaissent le nom d'Hubertin, qui est un de mes héros, parce que j'admire beaucoup cet homme et son courage, et il va voir le pape et il lui dit, mais alors qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Le pape a voulu réconcilier les deux parties, et Hubertin dit, mais qu'est-ce que nous allons faire des accusations d'hérésie qui restent? Ils nous ont traités mutuellement, on s'est traités d'hérétiques, on ne peut pas continuer à vivre ensemble. Hubertin voulait presque proposer une scission de l'ordre franciscain pour que les deux parties vivent séparément, chacun selon sa compréhension de la vie franciscaine. Et le pape, Clément V, dit non, nous voulons supprimer tout cela. Nous voulons tout annuler. Et on a donc une décision qui n'est pas rapportée par le récit d'une discussion orale. C'est important cette question de l'oralité. On a une décision prise oralement par le pape, mais qui a été suivie des faits, puisqu'on peut constater, effectivement, enfin je vais vérifier, que toute la documentation liée, toutes les pièces déposées par les uns et les autres ont effectivement été détruites à la fin du concile, le pape estimant que la destruction documentaire suffisait à apaiser les esprits. Il s'est révélé complètement faux. Mais là, c'est un cas très intéressant de destruction volontaire, et l'ordre franciscain, les représentants de l'ordre, ont cherché à recomposer, à reconstituer cette documentation. On ne connaît que partiellement, mais on connaît au moins le contenu, la liste, on a l'inventaire des pièces, à défaut d'avoir la totalité des pièces. Et une des œuvres condamnées comme hérétique dans ces discussions, qui est un commentaire de l'Apocalypse, condamné par le pape en 1326, on a perdu le document de condamnation. Alors là, on a bien les textes conservés dans la bibliothèque, avec les annotations manuscrites, on a des rapports préparatoires, on a tout le dossier, on a bien conservé l'œuvre pour pouvoir après éventuellement qualifier telle ou telle personne de disciple de cette hérésie. Convaincre d'hérésie, il faut pouvoir avoir les documents sources. Mais on n'a pas la décision finale du pape. On a un procès qui dure des années, qui dure plus de 8 ans dans sa phase finale, qui est préparé par des longues discussions déjà auparavant, et on n'a pas le document final, on a la date, c'est février 1326, le pape Jean XXII a condamné un commentaire de l'Apocalypse. Et j'ai eu la chance de retrouver un document dans lequel on voit qu'en 1352, donc 26 ans plus tard, on cherchait dans tout Avignon ce document qui était déjà perdu. Donc la grande bureaucratie des papes d'Avignon a aussi ces grosses faiblesses, donc c'est très intéressant de penser à ça. Qu'est-ce qui est connu, qu'est-ce qu'on sait, pourquoi produit-on des documents, pourquoi les conserve-t-on, pourquoi parfois les détruit-on volontairement. Donc cet horizon-là permet de situer la source comme toujours le résultat de décisions, d'événements
volontaire ou involontaire, et jamais comme quelque chose d'acquis. C'est cette première réflexion-là qui est un des points de départ de notre enseignement. Et ce qui est évidemment intéressant, et tu as raison d'introduire un correctif sur le raccourci hérésie égale disparition, c'est que, et c'est ce qu'on essaie chaque fois dans nos approches de transmettre aux étudiants, c'est que il n'y a pas de document, d'acte de source sans un usage, et c'est finalement pratiquement aussi intéressant de réfléchir sur les usages du document que sur ce que le document dit lui-même. Et dans ces usages, eh bien, il y a une question de transmission, d'autorisation. En effet, si l'Église conserve des actes sur les hérésies, en même temps, c'est pas destiné à être diffusé. Donc, insérer notre réflexion sur ce qui est là, avec ce qui n'est plus là, bon, et dans ce qui est là aussi, d'essayer du coup de toujours mettre le document dans une pesée un peu globale. Par exemple, certains savants ont pris l'ensemble de la documentation existante du Moyen-Âge et de comptabiliser en quelque sorte par grande masse les sujets de cette documentation. Et donc, au final, on s'aperçoit qu'en très grande majorité, pour tout le Moyen-Âge, on a les actes que l'on a conservés, écrits, parlent beaucoup plus des droits que des personnes. Donc, conclusion, le Moyen-Âge est un grand temps de la rationalisation, de la juridisation, etc., qui est en complet décalage avec une vision plus populaire, parfois d'ailleurs partagée par des collègues, d'un Moyen-Âge beaucoup plus dur, violent, où les choses se règlent par oral, justement la méfiance de l'écrit, et que les personnes valent plus que les droits. Donc, tenir compte de ces distorsions globales. Et dans ce qu'on a aussi, tenir compte du fait qu'il n'y a pas seulement ce qui a disparu, mais que ce qui est resté aussi le résultat de sélection ou quelquefois de logique qui ne reflète pas la réalité de la documentation en tant qu'elle se rapporte à un espace ou un phénomène. On utilise toujours un peu en introduction comme une sorte de numéro de cirque un exemple frappant. Si on prend la ville de Lucque en Italie, voilà, on la prend au XIIe siècle. Lucca, voilà. Bon. Au total, 3500 actes écrits conservés. Donc, on se dit, bon, c'est pas mal quand même. Voilà, alors les contemporanistes peuvent sourire, mais bon, pour un médiéviste, c'est déjà une masse intéressante. En même temps, on se dit, c'est quand même une ville importante, au XIIe, bourrée de notaires, avec des transactions partout, il y a du commerce, les produits circulent. 3500 actes conservés en 100 ans, ça fait 35 actes par an. C'est même pas un par jour. Bon, pourquoi ça? Et puis alors après, si on décortique cette masse, on s'aperçoit que c'est à 95% des actes qui proviennent des fonds cléricaux et épiscopaux en particulier. L'évêque de Lucques, évidemment, occupant. Alors, on pourrait dire à partir de là, eh bien, l'histoire de Lucques au XIIe siècle est l'histoire d'une ville dans laquelle l'évêque règle tous les rapports sociaux et possède tout l'espace urbain. Voilà, la documentation nous dit ça. Et en même temps, c'est impossible à croire, c'est une fable. Donc, voilà, essayer d'inculquer dans la tête des étudiants et se rappeler à nous-mêmes d'ailleurs des règles de bonne prudence, que eh bien, la source elle-même est un acte très complexe, c'est moins un point d'arrivée que plutôt un point de départ et de la réflexion et de l'interprétation, et d'avoir des réflexes immédiatement de dire, certes, j'ai ça sous les yeux, mais voilà. Si je peux revenir sur les lettres d'amour qui intéressent Raphaël,
Oui, alors avec titre. mon Luc, là, je Avec... suis... non, mais c'est un autre exemple très sexy. très intéressant. C'est un dossier qui a été donc, publié par un chercheur, un philologue allemand, Ewald Kunzgen, en 1974. Puis en 1999, un collègue et ami australien, Constant News, a observé ce document qui est un échange de lettres entre un homme et une femme. C'est un document anonyme en latin conservé dans un manuscrit du XVe siècle. Et il a réussi à montrer que ce document correspond à des extraits d'une correspondance échangée entre Héloïse et Abélard pendant leur liaison. C'est un dossier vraiment passionnant. On connaissait surtout les lettres qu'ils s'écrivent après. Une fois qu'Abélard a été castré, les deux époux sont séparés, puis il écrit l'histoire de ses malheurs, Héloïse lui répond, donc il y a un échange de lettres. Et là, on a ce document exceptionnel qui est une copie, alors, des extraits pris par un bibliothécaire cistercien un humaniste du XVe siècle, qui recopie, mais c'est clairement un document du XIIe siècle. Or, ce document, quand on analyse bien, on comprend que c'est Héloïse qui a mis par écrit sur du parchemin des messages qu'elle échangeait avec Abélard sur des tablettes de cire. Et d'un seul coup, on se dit, on comprend qu'au Moyen-Âge, il existait un moyen de communication quotidien dont on n'a quasiment plus aucune trace. Les tablettes de cire, c'est comme les SMS du Moyen-Âge. C'est-à-dire que c'est des plaques de bois sur lesquelles on met de la cire, on écrit avec un petit stylet de façon très très fine, et on peut mettre des textes assez longs, puis on les efface. Donc, pour garder une copie, il faut copier sur parchemin. Donc, la question des supports est aussi très importante. Et là, on a eu un cas tout à fait unique d'une correspondance suivie. On a 117 messages, c'est énorme. Un message parfois de longues lettres qui ont été connues parce que Héloïse a conservé ça, a recopié les lettres qu'elle écrivait et celles qu'elle recevait dans un cahier de parchemin qui lui-même a été déposé au monastère du Paraclet, qui a été sauvé, je pense, par un moine de Clairvaux, cistercien, qui était chargé d'être confesseur des Dames du Paraclet. Donc, c'est une chaîne d'événements un peu contingents qui permettent de donner un aperçu sur cette pratique d'échange de lettres. Et si on regarde de près, ça remet complètement en cause ce que disait Georges Duby sur le fait qu'au Moyen-Âge, il n'y a pas de lettres privées, il n'y a pas d'expression des sentiments, les femmes ne peuvent pas s'exprimer. Les trois choses sont niées par l'existence d'un simple document qui d'un seul coup ouvre cette fenêtre. Voilà. Donc c'est ça qui est aussi important d'arriver à, enfin, dans ce sens aussi qu'on travaille pour faire ressentir que les possibilités sont bien plus vastes et qu'il ne faut pas dire que ça n'existe pas, donc ça ne pouvait pas exister. C'est une grande nuance à faire quand on veut aborder le Moyen-Âge et la richesse. Alors, évidemment, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, de ce point de vue, tu as parlé des supports, de ce qu'on conserve, de ce qu'on efface. Enfin, le Moyen-Âge a ceci d'intéressant et quelquefois aussi de problématique. Il est dans un régime de transition. Au fond, il porte bien son âge et son nom. Bon, c'est-à-dire que dans nos mentalités, il est évident que pour l'Antiquité, la chose est dite, la messe est prononcée, la documentation est vraiment très très fragmentaire. Et les antiquistes vivent avec ça. Bon, les modernistes et contemporanistes avec une multiplication déjà des sources tous azimuts. Et voilà, au Moyen Âge, on est parfois dans des périodes de hautes eaux documentaires et parfois de basses eaux, sans suivre la chronologie ou le schéma des Lumières du XVIIIe, c'est-à-dire plus le progrès avance et plus il y a de l'écrit, plus il y a de la documentation. Il y a des zones à trous, bon. Et puis il y a aussi des changements fondamentaux. C'est des choses que les modernistes, ou même depuis l'invention de l'incunable puis du livre, qu'on a complètement sorti de nos têtes. Mais encore hier, puisqu'on a un séminaire hier, notre collègue Charles de Miramont, qui est spécialiste du droit canonique et de la mise en place d'un corpus très important, parce qu'une grande partie de notre culture juridique repose encore aujourd'hui sur ce moment de formalisation du droit canon en particulier. Or, il y a un début de la documentation où tous les actes sont rédigés en continu, c'est-à-dire on ne sépare pas les mots. Bon. Alors après, il y a des tas de théories, parce que est-ce que le parchemin était si cher que il fallait économiser de la place, est-ce qu'au contraire,
le développement de l'oralité a commencé à pousser, si on lisait les textes à haute voix, à séquencer les phrases, etc. Il n'empêche que on a dans notre magasin et en biscuit, d'un côté des actes où tout est en continu. Donc, si par exemple vous tapez un mail et vous l'envoyez en enlevant tous les espaces blancs, vous allez voir que ça va être difficile à comprendre. Et d'un seul coup, on se met à séparer. Bon. Donc, ça d'un côté. Ensuite, puisqu'on n'est pas dans une écriture reproductible, automatique, qui commence avec l'imprimerie, etc., il y a la question de la copie. Bon. Et donc, oui, on reproduit en copie des actes, sauf que vous ne trouverez, je parle sous ton contrôle aussi, Sylvain, mais on ne trouvera au Moyen-Âge aucun acte copié à 100% identique. La copie est en fait une recréation, un réagencement. Et donc, où est le vrai, où est le faux, où est le texte original? Et ce texte original, il a commencé par être complètement coagulé sans séparation des mots. Brusquement, on se met à séparer les mots, puis on introduit la ponctuation, en changeant quelquefois complètement le sens du texte. Donc voilà le régime documentaire dans lequel aussi on vit, ce qui est un beau défi, mais bon, pas toujours commode. Voilà, donc si on reprend la question donc, de la source monumentale dont Pierre parlait tout à l'heure, souvent quand on aborde les sources, on les aborde à partir des éditions. C'est un autre point, hein, c'est comment les types de sources ont été construits par une histoire longue. C'est-à-dire que on dépend très souvent dans l'approche de questions médiévales de la façon dont des érudits du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle ont construit, ont organisé des séries documentaires, puis qui ont été rebattues au XIXe siècle. Donc, en fait, on doit traverser cette question, l'historiographie, hein, la façon dont les questions ont été posées, puisque l'identification des sources dépend de la façon dont elles ont été pensées dans la durée ancienne. C'est aussi ça, pour ça que on fait d'abord de l'historiographie avant d'aborder les sources, mais quand on aborde les sources, on le fait toujours aussi avec cette préoccupation historiographique qui compte beaucoup. Et donc pour prendre un exemple que j'ai abordé cette année dans le séminaire, on a une série de ce qu'on appelle les ordonnances des rois de France, publiées au XVIIIe siècle, à partir du XVIIIe siècle, hein, terminé au XIXe, qui est une grande entreprise monarchique de publier ce qu'a été la production du droit par les rois de France depuis les origines, mais on voit très bien que il y a très peu de choses qui restent anciennes et la masse commence à prendre à partir de la fin du XIIIe siècle. C'est le règne de Philippe le Bel et le début d'une grosse production normative par les rois de France. Et donc ces volumes qui sont encore... Tout a été numérisé, on le voit facilement en ligne, mais c'est intéressant toujours de regarder le document dans sa matérialité aussi. Hein, c'est des énormes volumes, avec des dorures sur la couverture de 800 pages chacun environ, et chacun est vraiment un monument à la gloire de la monarchie, de la transmission dynastique française, de l'idée que l'histoire est orientée vers la formation de la France. Et quand on lit ces documents, quand on les aborde, on a ce biais effectivement, on est pris par la construction de la source qui nous fait penser que la France a un destin nécessaire, en oubliant complètement que le royaume de France aurait pu éclater à beaucoup de moments de son histoire, a été sur le point d'éclater, c'est presque par, alors, quand j'ai miracle, au sens c'est vraiment l'intervention de Jeanne d'Arc, c'est pas pour rien, parce qu'il y a vraiment des interventions assez providentielles qui ont fait que la France a maintenu une unité au moment où elle aurait vraiment pu éclater en 2 ou 3 morceaux. L'Angleterre aurait pu vraiment annexer une grande partie du royaume, la Bourgogne aurait pu devenir un royaume séparé, une principauté puis un royaume intégré à autre chose. Voilà. Le Sud a été acquis par les rois de France après la croisade des Albigeois au XIIIe siècle. Voilà. Donc la production même de la source est importante. Et après, donc, quand on examine, donc, je prenais l'exemple des ordonnances sur les monnaies. Donc les rois de France ont beaucoup pris de décisions au sujet de leur monnaie, qui a d'ailleurs été un instrument de construction du pouvoir royal, de l'organisation du territoire, parce qu'il s'agissait de faire circuler la monnaie du roi sur l'ensemble du territoire, puis de définir le prix, la valeur des monnaies, la valeur à laquelle elle est prise, comment elle est, et d'utiliser au XIVe siècle, au fond, la production monétaire comme une vraie planche à billets, même si c'est pas une planche à billets, c'est une façon, on frappe des pièces de monnaie seulement, mais c'est vraiment obtenir un profit sur la façon de mettre en circulation des monnaies qui contiennent de moins en moins de métal.
il y a des opérations assez complexes. Et c'est passionnant d'observer comment se met en place un certain type de document. Alors, il y a toutes les phases antérieures de préparation de la documentation. Puis, une fois que les choses sont un peu stabilisées, il y a un document type qui est recyclé, répété de manière assez régulière. Mais un point qui m'intéressait, c'est voir comment se met en place la réflexion des rois sur les monnaies et de voir à quel point ils tâtonnent et à quel point, donc, finalement, cette documentation peut être lue sous différents regards, à la fois un angle construction de l'État, la construction de la monarchie française, un angle perception, la façon dont les rois comprennent eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas tout faire avec leur monnaie. Et donc, on voit là de l'histoire sociale qui apparaît à travers la documentation, même si elle est monarchique. Et enfin, une vraie question économique, le rapport entre fiscalité, inflation et guerre au XIIIe, XIVe siècle. Donc, le même document, une fois quand on le lit sous différents angles, différents aspects, peut être extrêmement riche et alors, notre ami Benoît Grévin, lui-même, quand il lit les ordonnances monétaires, il lit aussi l'aspect rhétorique. Donc, il fait une analyse extrêmement sophistiquée de toute la rhétorique, alors surtout des documents latins, mais ça vaut aussi pour le français, de considérer que ce sont aussi des monuments littéraires. Donc, c'est toutes les phases, toutes les facettes qu'on peut reprendre d'un seul document, ce qui veut dire qu'une source n'est jamais liée à un type de problème spécifique et qu'on peut lire, on peut faire surgir beaucoup de questions dans une analyse approfondie d'un certain type de document. Oui, enfin, on essaie de passer là un peu en revue plutôt des supports et des manières de sensibiliser autrement les étudiants qui voudraient approfondir voilà, leur recherche en histoire médiévale, de les sensibiliser non seulement à la spécificité de la documentation de la période, hein, mais de manière plus générale à ce que tu as dit, par exemple, sur la manière de transmettre, la manière de classer. Hein, quand on dit, voilà, les ordonnances des rois de France, la troisième race, donc tout ça prend place dans des grands narratifs avec des tiroirs, etc. Donc, la source, déjà, au moment de sa production, est le produit, le résultat d'une forme d'intentionnalité. Hein, il y a un objectif qui fait qu'on rédige un acte dans cet ordre-là et pour aboutir à une décision finale ou un enregistrement final. Et s'ajoute à ça l'intentionnalité des siècles suivants, historiens compris, hein, qui évidemment reclassent, remettent dans un ordre différent pour appuyer un narratif qui lui-même n'est pas contenu dans la source. Bon, il faut dire que les médiévaux avaient déjà commencé dans un certain nombre de secteurs, les villes hein, en premier, le collègue qui n'est pas de l'école, hein, mais enfin Pierre Chastan travaille sur ce qu'on appelle la cartularisation, c'est-à-dire la manière dont les villes, lorsqu'elles classent leurs privilèges, leurs droits, etc., à un moment donné, soit de tension, de révolte, de changement de seigneurie, etc., reclassent la documentation hein, et donc les mettent dans un cartulaire et c'est pas du tout innocent. Hein. Et donc, on essaie de dire aux étudiants, bah, lorsqu'on vous donne voilà, un dossier, mais sachez que dans les éditions successives de la même source, on a mis une avant et une après. Et la source mise au milieu ne parle pas de la même façon selon ce qu'on a mis avant et ce qu'on a mis après. C'est un processus que les médiévaux ont déjà utilisé et que les médiévistes devraient toujours être bien inspirés de se remémorer. Alors, sur ces questions justement d'intentionnalité, de classement, etc., c'est quelque chose qui, en Europe, en tout cas dans nos cultures historiques, est le plus communément partagé. Les Français, évidemment. Bon, je prends un peu l'exemple allemand que je connais un petit peu. Alors, le 19e siècle, en Allemagne, par exemple, se dit, certes, je vais classer mes privilèges, sources du droit royal, princier, impérial, etc. Bon, comme les Français, voilà. Enfin, il reste quand même de la documentation. Donc, pour montrer que quelquefois, on est dans un schéma interprétatif tellement corseté qu'au lieu d'en sortir, eh ben, on va essayer de le justifier
en inventant des nouvelles catégories documentaires pour prétendument prouver qu'on a raison. Donc, à un moment donné, les Allemands disent il y a des sources avec intentionnalité. Ça, c'est les princes, les rois, parce qu'ils avaient un objectif. Et alors, le reste, je ne sais pas, un conte d'apothicaire, une lettre d'amour, etc. Ça, c'est les sources sans intentionnalité. Bon, donc on a deux grands classements. Et alors, du coup, on invente un mot pour les sources avec intentionnalité, qui est Quelle, hein, avec Quellenkunde, etc. C'est bien la source à la française. Les deux mots, d'ailleurs, sont traduisibles. Et puis, alors, pour désigner ces sources, l'espèce de reste sans intentionnalité, c'est le Quellenmaterial. C'est le matériau des sources. Bon. Et bien, on est aussi les héritiers de ça. Et si on n'y fait pas attention, on peut quelquefois voilà, déraper sans s'en rendre compte. Et on approche. Oui, vas-y. Non, parce que, enfin, vous avez évoqué plusieurs choses qui me font penser à l'idée de l'instabilité. Le texte lui-même est instable. Enfin, l'exemple que donnait Pierre sur, bon, il y a un texte qui, lorsqu'il est recopié, bon, les mots sont séparés, il n'y en a pas d'identique, c'est le même texte sans être jamais le même. Et puis l'instabilité qui résulte des usages qui sont faits et des interprétations qui sont faites également, et qui donc, ceci, au fond, questionne profondément l'idée de la source comme, dans une vision empiriste un petit peu bornée, je dirais, qui, une fois que la source est là, elle est là. Ben non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pensais à des matériaux qui me sont bien plus familiers que ceux sur lesquels vous travaillez, mais qui répondent également à cette intentionnalité, par exemple, les registres de la faculté de médecine de Paris, dont on conserve quasiment l'intégralité depuis le XIVe siècle, et qui, au fond, sont un mélange des deux, d'une certaine manière, puisqu'il s'agit des comptes de la faculté, des inscriptions, de la vie administrative de l'institution, tenue par le doyen, mais également, et c'est assez explicite, cela se veut aussi une trace de l'histoire de la faculté. C'est-à-dire que lorsque le document est produit, il y a un geste qui est aussi historiographique de la faculté, entendu comme l'incorporation des médecins. Alors, moi, la question qui me vient à la suite de tout ceci, de tout ce que vous avez présenté, et je l'adresse principalement à Pierre, puisqu'il est directement impliqué, qu'est-ce qu'on... Enfin, boucler la boucle de la réflexivité. Lorsque, par exemple, comme tu as fait avec Jean-Claude Schmitt, on produit une édition d'une source, comme la vie de Charles IV. Après, comment travaille-t-on, et ça vaut également bien sûr pour les travaux de Sylvain, comment travaille-t-on en tenant compte de ce que l'on oriente, malgré nous, à notre corps défendant, éventuellement, en produisant un nouvel état d'une source. Alors, avant de répondre à cette question, je rebondis sur la première série de tes remarques, parce que ce mot d'instabilité, je trouve, est très parlant et fait bien réfléchir, parce que c'est vrai. Et c'est d'autant plus vrai si l'on considère du coup les registres de la faculté de médecine, les ordonnances des rois, etc., le prouveraient, c'est-à-dire que l'instabilité n'est jamais très supportable pour une société, donc il faut stabiliser. Et donc, c'est la vertu et l'objectif des institutions, de stabiliser. Et donc, le traitement de la documentation
que nous utilisons, nous, comme historiens, est aussi le produit d'une entreprise hautement idéologique, hein, de restabilisation, de stabilisation. Et donc, il faut peut-être aller même plus loin et se dire qu'en tant qu'historien, eh bien, on peut être aussi amené, si on n'y prend pas garde, à être des acteurs et des agents d'une stabilisation à la fois par nos interprétations, par la fixation des corpus documentaires. Donc, ça va encore plus loin. Hein. Alors, deuxième question sur les éditions, mais Sylvain aussi a fait des éditions de textes, et c'est vrai que c'est pas une opération avec un mode d'emploi. Enfin, si au 19e siècle, on avait un mode d'emploi. On disait, voilà, la critique de la source, puis la vérification, et bon. Alors, tu nous diras, enfin, tu diras comment tu vois les choses, mais naturellement, le texte est le texte. Donc, nous, on a pris un texte, il faut bien en prendre un. Le problème, c'est que cette vita, par exemple, de Charles IV, il n'existe pas de manuscrit autographe. C'est-à-dire que nous n'avons pas de document, soit il a été perdu, ou soit il n'a jamais existé, de la main même du roi. Alors que, et nous-mêmes avons été dans cette pente d'interprétation, nous avons voulu faire de ce texte, et par sa traduction aussi, le témoin d'une inflexion dans l'idéologie royale et aussi la symbolique du pouvoir d'un roi qui, pour la première fois, osait la première personne. Les rois de France ont rarement parlé d'eux à la première personne. On a parlé d'eux, hein, mais et donc comme aussi le témoin d'un tournant de ce qu'on a pu appeler l'affirmation de la personne, peut-être de l'individu, voilà. Alors, évidemment, toujours on essaie, et l'édition est aussi un exercice pour faire cela, on essaie de reprendre les mots hein, quand on les traduit, et par exemple de compter ou de faire des grands groupes sémantiques hein, dans le texte qu'on traduit, et du coup de montrer que, bon, certes, il y a du jeu, certes, il y a du personnel, mais en même temps, c'est un texte qui est extrêmement tributaire de grands modèles néo-testamentaires, vétérotestamentaires, d'un pouvoir quand même sacré, de quelque chose qui passe à travers le corps, mais qui n'est pas tout à fait de soi. Bon, et donc, le but, c'était moins de proposer par cette édition voilà, une interprétation gravée sur le marbre de la loi que de dire, bon, ce texte est là, et il est lui-même, en fait, par une sorte de déclaration personnelle, l'aveu d'une transition et d'une forme d'instabilité. S'il y a beaucoup de rêves, par exemple, dans ce texte, c'est parce que aussi le rêve est l'expression la nuit d'une forme d'instabilité personnelle et humaine. Voilà. Bon, Sylvain, toi qui as édité aussi des textes. Oui, mais c'est intéressant que tu poses cette question parce que en réalité, j'ai l'impression qu'on fait exactement le même travail que font des historiens de la culture contemporaine qui s'intéressent beaucoup en ce moment aux manuscrits des chercheurs. Il y a eu beaucoup de travaux récents très intéressants en histoire des sciences, sur les carnets de recherche, sur les brouillons, et c'est exactement la même chose pour nous, enfin pour moi. Et je prends juste l'exemple de la chose que je suis en train de faire ces jours-ci, précisément. Et je suis en train de faire l'édition d'un petit texte d'un théologien franciscain sur lequel je travaille depuis longtemps, qui est resté inédit pour des raisons un peu étranges, et qui est un texte dont il existe deux versions complètement différentes. Et même entre les deux versions, on voit des transformations. Il a écrit un texte, il y a une copie, puis une mauvaise copie mais très vite, hein, c'est en quelques années. Le texte a été écrit vers 1279 et on peut dater les deux manuscrits qui conservés ont été justement confisqués quand ce franciscain Pierre de Jean Olivier a eu des ennuis. Donc ça a été confisqué. On a conservé les manuscrits confisqués en 82. On voit déjà qu'ils commettent quelques erreurs dans la transmission sur certains petits détails. Et lui-même, un an après, a complètement reposé la question, a réécrit le même texte en réutilisant seulement un paragraphe, une petite section du texte précédent de la première version,
c'est dans une œuvre assez complexe, il remplace lui-même la première version par la deuxième, et donc les nouvelles copies de cette œuvre vont reprendre cette deuxième version. Or, ce qui m'a beaucoup intéressé de constater ce matin, c'est que quand il reprend lui-même ce passage, il reprend une version qui contient déjà une petite modification par rapport à ce qu'il avait écrit lui-même, et donc il utilise une copie qui commet c'est vraiment des erreurs de détail. Je ne rentre pas dans le... Ah si, je peux vous donner le point parce que c'est assez amusant. La question, c'est sur la fréquentation des femmes. Est-ce que les franciscains doivent, dans quelle mesure, les fréquentations suspectes, voilà. Est-ce que les fréquentations suspectes sont incluses dans le vœu évangélique? Quand on fait le vœu de vivre selon l'évangile, doit-on faire le vœu d'éviter les fréquentations suspectes, c'est-à-dire fréquentation de femmes, dans certaines circonstances. Voilà. Et c'est dans la description des circonstances, il lui a dû écrire dans la version initiale que la chose est suspecte quand les deux personnes s'enferment. C'est concludunt. C'est vraiment concludere, c'est vraiment le verbe. C'est-à-dire qu'un franciscain qui s'enferme avec une femme, qu'elle soit laïque ou religieuse, c'est suspect. Or, la première copie commet l'erreur et remplace le concludunt par colludunt. Ça veut dire joue ensemble. Alors c'est suspect aussi, mais c'est un peu différent comme application. Or, c'est alors un des deux manuscrits, un des deux premiers manuscrits, il corrige en disant non, c'est concludunt, et je vois bien par rapport au sens, c'est certain que c'est le bon mot. Donc je mets ce mot-là en fait, je publie les deux états du texte pour te montrer les deux états. Et dans le premier état, je restitue ce qui était son intention initiale, qui était de dire qu'il s'enferme. Et dans la deuxième version, lui-même reprend le mot colludunt, ils jouent ensemble. Et clairement, c'est la deuxième version qu'il a établie, et tous les manuscrits de cette deuxième version disent colludunt. Et l'autre verbe, c'est est-ce qu'ils corrident, est-ce qu'ils rient ensemble, ou est-ce qu'ils correspondent, est-ce qu'ils s'écrivent? Et même chose, il y a une erreur, et lui a voulu dire au début qu'ils rient ensemble, et faute de copie, c'est vraiment la transmission de la copie, c'est presque la même abréviation, ils s'écrivent des lettres, voilà, encore une fois, et c'est fait, il lui-même garde, donc ça c'est très intéressant, ça met vraiment à distance cette idée que l'auteur aurait une intentionnalité fixe. Non, son texte a bougé et lui-même finalement accepte sur deux petits détails, mais assez intéressants, il accepte la transformation du texte. Donc quand tu parles oui, l'intervention idéologique que nous avons, elle est très claire, mais ça veut dire qu'on veut restituer, enfin dans ce cas précis, il s'agit bien de restituer la façon dont il a travaillé et dont le texte a été reçu et dont finalement lui-même est tributaire de la façon dont son texte est reçu. Donc c'est de montrer exactement l'intellectuel au travail. C'est ça cette opération qu'on fait, qui est très différente effectivement d'une version, disons, dogmatique, qui serait de montrer quelle est la doctrine qu'il essaie d'exposer. Voilà. Donc l'état actuel de la recherche historique, c'est montrer vraiment, et c'est vraiment, ça va dans le même sens avec les travaux récents d'histoire des sciences, vraiment l'intellectuel au travail. Par ailleurs, ce qui est le titre d'un livre de notre collègue et ami Étienne Hanheim. En partageant ces mêmes préoccupations de montrer l'ensemble de l'activité intellectuelle à l'œuvre à partir de la documentation dont on dispose. Mais les exemples superbes hein, que tu viens de prendre là, on y est tous confrontés à partir du moment où, en effet, on prend un texte et la majorité quand même des textes, et des deux exemples viennent le prouver, quand même des siècles du Moyen-Âge, si on se persuade que la périodisation a encore un sens, mais sont rédigés en latin. Bon. Et on parlait tout à l'heure de l'organisation aussi du texte, sans ponctuation. Bon. Or, nous, aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement. Hein. On a une autre langue, performée, transformée par des siècles d'académisation, d'éducation, etc., avec donc des règles et de la ponctuation, etc., et donc, il n'y a pas d'objectivité, hein, on travaille avec les outils qu'on a, et bon. Et c'est là où je voudrais reprendre une remarque que tu as faite tout à l'heure, Sylvain, qui est très importante. En fait, on s'est mis à beaucoup dialoguer, et c'est très bien, avec les archéologues, avec l'historien de l'art, etc. Et curieusement, alors que notre travail est quand même beaucoup un travail sur les textes et sur la langue, on est encore assez lacunaire, finalement, dans un dialogue vraiment productif avec la littérature, enfin bon, littérature, histoire, et quelquefois c'est justement la littérature qui vient faire retour en nous poser des questions
importante. Je prends cet exemple parce que j'ai lu, je sais plus, dans une revue, qu'apparemment dans la littérature anglaise, et à propos de Shakespeare, donc bon, en Grande-Bretagne, voilà, il y a un débat incroyable sur la traduction et donc à quel moment on coupe pour la compréhension, to be or not to be, that is the question. Donc, nous, on est évidemment, on dit, mais c'est évident, hein, to be or not to be, on laisse passer un temps, ça c'est la question. Et en travaillant sur les manuscrits, en reprenant toute la prose, etc., shakespearienne, une partie, apparemment, la littérature nouvelle en Angleterre dit, c'est pas du tout le sens, c'est to be or not. Donc, c'est être. To be is a question. C'est d'être, c'est d'exister. Que l'on soit ou que l'on ne soit pas, c'est l'existant. Et alors, c'est un autre univers qui s'ouvre. Et donc, je me dis, attention, c'est vrai qu'on pourrait peut-être, dans certains de nos textes. Hein, voilà. L'élément clé quand on édite un document, c'est la ponctuation. C'est où est-ce qu'on met le point. Exactement. Ouais. Oui. Et là, c'est vraiment le chercheur, l'éditeur du texte qui a cette responsabilité de. Sachant que les vocabulaires sur lesquels on travaille sont genrés, bon, masculin, féminin, enfin le latin connaît un troisième cas, bon, comme l'allemand, mais pas comme le français. Et enfin, en tout cas, évidemment, le genre des mots induit aussi un certain nombre de classements, de références. Or, l'évolution des langues modernes a complètement déplacé, décalé le curseur des genres, quelquefois inversé. Des mots qui étaient masculins ou féminins en latin se retrouvent du genre opposé. Bon. Et donc, il y a tout ça quand on prend les textes. Et donc, même des fois, il faut se méfier, parce que si on dit tout d'un bloc comme ça aux étudiants en leur disant voilà ce que vous allez avoir comme problème, on va les faire fuir, non? Oui, on fait ça petit à petit. Voilà, à dose homéopathique. Selon différents types de dossiers. Mais aussi, il faut rappeler, le but du séminaire n'est pas que de préparer à lire différents types de sources, c'est aussi de comprendre que la source n'est pas le but de l'opération. C'est-à-dire que, justement, si on prend la question des éditions de textes, nous ne sommes pas des philologues. Le but du travail n'est pas d'établir un texte, et on s'arrêterait là. C'est d'aller d'un pas au-delà, c'est de se dire, au fond, ces documents sont des témoignages de la vie sociale, humaine, intellectuelle. Et ce qui nous importe, c'est de restituer, d'approcher cette vie. Et donc c'est vraiment l'autre question qui est posée, c'est comment aller traverser la source en quelque sorte, traverser dans sa construction, puisque chaque source a un certain type d'organisation, il y a des règles, on écrit, donc les diplômes, les ordonnances royales ont des compositions assez normées. Enfin, il faut commencer par une adresse, il y a après la description des circonstances, puis la motivation de la décision, puis la prise de décision, puis les clauses finales, puis la salutation finale. Voilà. Il y a toute une série de règles d'écriture. Donc tout document est constitué selon certaines règles. En théologie, les questions scolastiques ont des structures très particulières. C'est vraiment très étonnant pour les lecteurs modernes de comprendre qu'on réfléchit en énonçant des arguments pour ou contre une solution avant de donner la réponse et avant de répondre finalement aux arguments pour dire pourquoi ils étaient bons ou mauvais. Donc c'est un mode de pensée très particulier. Donc chaque type de document a des règles propres qui le structurent, mais il ne s'agit pas seulement de comprendre ces règles, mais il s'agit d'aller au-delà pour comprendre c'est quoi quelles sont les vraies opérations intellectuelles, les opérations politiques, les moments de la vie sociale qui sont en quelque sorte pris comme fossilisés dans ces documents. Et donc, au fond, une des choses les plus intéressantes est d'arriver à retrouver ce qui passe de vie dans la documentation. Comment, par exemple, un manuscrit dans lequel on va retrouver un ensemble de textes, il ne s'agit pas juste d'identifier les textes les uns après les autres, il s'agit de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi les textes ont été mis dans cet ordre-là, qu'est-ce que ça reflète de la vie d'un groupe humain qui a utilisé ces documents et comment ils les ont utilisés, etc. Alors, un des cas les plus frappants et les plus aussi chauds comme type de dossier, pour revenir aux fameuses hérésies dont tu parlais au tout début, c'est la question des sources inquisitoriales. Est-ce qu'on peut entendre la voix des hérétiques quand on a des documents d'inquisition? Voilà, donc ça sera la dernière séance, la prochaine séance du séminaire. Voilà. Et c'est un débat passionnant parce que c'est pas évident. À mon avis, moi, chacun
avoir des doctrines différentes. Mais je pense qu'on peut retrouver quelque chose. Alors, il y a eu une école qui a pensé, ah oui, les sources inquisitoriales, on trouve les témoignages, hein, c'est les hérétiques vont raconter font des dépositions et disent ce à quoi ils croient. Et une autre école dit non, non, pas du tout. Ce sont à chaque fois les inquisiteurs qui énoncent les propositions et qui demandent aux accusés de dire oui, d'accepter ce qu'on leur impose, parfois sous la torture. Or, je pense qu'il faut trouver une solution intermédiaire entre les deux et qu'on a des indices, des éléments qui permettent de sentir à quel moment il y a dans des documents qui sont vraiment des documents policiers, hein, c'est vraiment un interrogatoire policier. La torture n'est pas systématique, mais elle peut arriver, elle change tout, bien sûr. Hein. Les Templiers qui ont été soumis à la torture, on a des dépositions, et on est à peu près certain aujourd'hui, et plus personne aujourd'hui ne dirait que les Templiers ont fait ce dont on les accuse. Ils ont tous avoué sous la torture de façon abominable des choses qui n'ont aucune réalité. C'est juste. En revanche, dans des enquêtes plus précises sur certains groupes, on peut dire là, oui, il y a des projections de lieux communs et on peut les identifier. Et il y a des moments où les gens disent des choses inhabituelles, où les accusés trouvent des excuses, inventent, ont des stratégies, soit de défense, soit pour masquer ce qu'ils pensent, soit au contraire pour revendiquer leurs croyances parce qu'ils veulent être martyrs. Il y a des cas comme ça existe aussi. Voilà. Et donc on peut retrouver ces traces d'oralité. Qu'est-ce que dans le latin du notaire, on peut entendre, alors là je pense à des sources qui concernent le sud de la France, hein, qui sont donc, de langue occitane, mais quand on entend des mots occitans dans un document écrit par un notaire, on se dit, ah là, le notaire de l'Inquisition a restitué ce qu'il a entendu parce qu'il n'a pas, ça lui paraît une chose tellement frappante qu'il note. Voilà. Et donc ces traces de vernaculaire dans le latin, c'est un des éléments très riches qui permet de sentir, là on a un moment de vie, quelque chose qui témoigne de ces personnes qui traversent le document en quelque sorte pour nous parler. Alors, c'est pas leur croyance en général, c'est toujours en situation, on n'est pas dupes, nous. C'est pas de dire, ah, il pensait ça, il croyait ça, non. C'est juste à ce moment-là, dans une interaction avec les inquisiteurs, il y a eu ces moments qui peuvent, parfois, façon assez émouvant, assez frappant, comme on dit, là, on a un contact avec quelque chose qui est au-delà de simplement les formulaires inquisitoriaux. Oui, peut-être revenir un instant à quelque chose que vous avez dit au début, en rappelant Jacques Le Goff, toutes les sources. On vous a entendu parler de types de sources très variées, très différentes, majoritairement du texte. C'est vrai. Mais vous avez tout de même évoqué le travail que vous faites au sein du groupe avec des collègues qui travaillent sur les arts, avec l'archéologie, même si j'ai bien compris, il serait souhaitable de le développer davantage. Ceci pour revenir aux 10%. Ce 10% est-il calculé, au fond, comment? Parce qu'il y en a peut-être davantage que 10%. Je pense au bâti, une cathédrale, par exemple. Est-ce que, je pense que dans le cas du calcul qui a été fait, ça a été pris en compte, mais des sources qui sont de l'ordre de l'image, mais qui ne sont pas de l'ordre de ce qu'habituellement on considère comme de l'art, quoique les cartes, par exemple. Donc, les cartes qui, de toute façon, comportent du texte la plupart du temps, donc sont des images textuées d'une certaine façon. Est-ce que, pour revenir à votre séminaire, est-ce que vous êtes suffisamment tenté d'effrayer vos étudiants au point de leur présenter aussi ces autres espaces documentaires ou de sources? Bien sûr, un mot sur Vincent Debiel, notre collègue Vincent Debiel, qui est membre du groupe et au CNRS, et qui est un des grands spécialistes mondiaux de l'épigraphie. Donc, l'épigraphie, c'est les inscriptions dans la pierre, retrouvées principalement dans des monuments ecclésiastiques, mais Vincent
qui a développé après un travail aussi à partir de l'épigraphie sur la question des mots dans les images, puis après, en fait, l'histoire de l'art, il est devenu à part entière historien de l'art médiéval, mais il a cette spécialité qui vient nous présenter, et il a fait plusieurs fois, il va le refaire cette année encore, comment travailler sur ces inscriptions qui sont passionnantes et qui sont extrêmement compliquées, parce que c'est un style d'écriture très particulier et on n'est pas vraiment certain de qui comprend, vraiment qui est capable de décrypter ces inscriptions-là. Donc non, ça, ce genre de choses, on l'a fait, on y tient beaucoup. Et juste si je peux dire un mot, après, voilà, parce que tu lances sur les cartes, donc j'ai eu la chance de prendre vraiment un cas particulier, mais vraiment exceptionnel, d'un sorte de cartographe amateur, qui était un des fonctionnaires de cette bureaucratie des papes d'Avignon, dont les cartes ont été conservées accidentellement, involontairement en quelque sorte, par la papauté qui avait établi ce qu'on appelle le droit de dépouille, c'est-à-dire le droit de récupérer les biens des clercs qui meurent à Avignon, sans faire de testament. Et dans son cas, donc, Piccinino de Canistris est décédé à Avignon. Et la papauté, on a même la trace de l'enregistrement dans les registres que les collecteurs des impôts sont passés au domicile de son logeur, qui était un juge originaire de Pavie vivant à Avignon, et ont récupéré une certaine somme d'argent et de manuscrits qui ont été conservés au Vatican, qui sont aujourd'hui à la bibliothèque du Vatican, qui ont été conservés par les papes, alors que personne n'en avait l'usage, personne n'a jamais compris à quoi ça servait, ces cartes très personnelles où il a élaboré à sa façon, en maîtrisant la production cartographique, des cartes très personnelles où il projette des images, il transforme les continents en corps. Voilà. Et effectivement, à partir de son cas, je suis un peu plongé dans cette question de l'histoire des cartes, et il est évident qu'on a perdu la plupart des cartes marines qui étaient utilisées dans les bateaux. Ah non, mais c'est juste quelque chose, on parle toujours de cet élément. Bien sûr, les cartes marines, c'est une invention géniale des Génois à partir du 12e ou 13e, c'est très compliqué la chronologie de l'invention de la carte. Ce qui est conservé, c'est surtout les listes de ports, ce qu'on appelle les portulans sont des listes de ports, mais du passage du portulan très détaillé à la carte et au dessin, c'est très complexe à dater comme phénomène. Mais les premières sont toutes perdues parce qu'elles étaient embarquées et voilà, mouillées par des situations. Donc les cartes qui sont conservées, paradoxalement, sont, comme celles de Piccinino, des cartes qui n'ont plus d'usage direct. Qui n'ont pas voyagé. Les cartes qui ne servent pas sont celles qui ont été les mieux conservées. Mais tu as évidemment raison de poser la question tout à l'heure des 10%. J'ai oublié de dire dans l'étude telle qu'elle a été présentée par un article, voilà, je n'ai pas été plus loin dans l'approfondissement de la méthode, des résultats, etc. C'était bien sur le corpus de textes transmis. Voilà. Donc, la même chose, d'ailleurs, a été faite pour la littérature latine. On dit, voilà, sur 6 siècles de littérature de la République puis de l'Empire romain, il est possible qu'il y ait eu quelque chose comme 800 auteurs. Il nous en reste 70 connus, et sur ces 70, il y en a 30 dont on pense qu'il y a à peu près l'œuvre plus ou moins complète. Voilà, le système des papyrus, bon. Mais c'est les textes écrits. Et ce que Sylvain a dit sinon, c'est que, évidemment, nous sommes sensibles, tout en n'étant pas compétents sur tous les types documentaires, à la diversité, et par bonheur, on a voilà, dans la maison des compétences et des spécialités. Mais à chaque fois, finalement, on peut quand même grimper en généralisation, parce que les questions de distorsion, de disparition, de glissement qui sont à l'œuvre dans le texte, au fond, c'est pas réplicable, mais on peut voilà, les exporter sur d'autres. Quelqu'un qui va travailler sur les vêtements, le costume, tout ce qui a été porté, le cuir a beaucoup plus de chances d'être conservé que le vêtement. Bon. Donc, évidemment, dans la documentation, on va avoir 10% de tissu et 90% de cuir, ce qui ne correspond pas évidemment à ce qui a été réellement porté. La même chose finalement pour l'archéologie, bon, entre le bois, la pierre, une question de matière. Bon. Et puis alors les questions de contraintes formelles. Tu as parlé de notre collègue Vincent Debiais, donc l'épigraphie.
D'abord, alors c'est tout le contraire des tablettes de cire, voilà, parce que bon, effacer de l'épigraphie, bon, ça prend quand même du temps, ou la transformer. Mais ces contraintes-là, on les retrouve par exemple sur les monnaies ou sur les sceaux, c'est-à-dire des petits espaces où il faut calculer, mais sans doute pendant très très longtemps, une telle concentration du message, parce que si on a 3 cm sur une monnaie, on n'a pas 10 cm. Hein, et un sceau, il peut... Oui, alors on a des variations de taille, mais enfin un sceau ne fera jamais un disque... Bon. Voilà. Et à travers ça, on retrouve des problématiques semblables. Hein, formalisation, contraction, contrainte. Et d'autre part, du coup, l'étape suivante, c'est de faire comprendre que un sceau, bon, c'est un sceau. Il y a même d'ailleurs toute une science qui s'est développée, la sigillographie, qui était autrefois la science auxiliaire de l'histoire, qui aidait, voilà. Mais le sceau, jamais la sigillographie n'épuisera la signification du sceau, qui est un mélange d'authentification d'un acte, donc une opération juridique et intellectuelle, une image, un texte. Dedans, il y a du tissu qui passe. Enfin, donc, c'est un objet total. Et au fond, quand Le Goff dit tout fait source, c'est parce que la source est le produit de quelque chose de total et de global. Enfin, voilà. Et le sceau, c'est aussi un geste. Eh bien, exactement, oui. Et puis là, question de disparition, voilà, quand quelqu'un perd sa fonction ou meurt, le sceau est cassé. Hein. Donc, il faut voir aussi tout ce qu'on a perdu là. Hein. Mais l'écriture aussi est un geste. Qui implique le corps. Et quand je disais retrouver la vie qui est derrière, c'est derrière chaque texte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste, les philologues disent une main pour décrire les écritures, il y a la main, il y a etc. Que chaque main est la main d'un corps, et qu'il y a une vie qui passe dans chaque document. En fait, c'est ça ce qui m'intéresse. Au fond, c'est presque schizophrénique un peu quand on réfléchit à notre rapport aux sources et à ce qu'on fait, d'où le titre du séminaire, travailler sur et avec. Voilà, il y a et parce que c'est vertigineux au fond. On a l'impression dans un premier temps qu'on va se rassurer parce que on a un corpus de sources, on délimite, voilà, tout est propre, tout est bien. Et quand on commence à faire ce qu'on fait, c'est un véritable vertige parce que c'est un univers de questions, de disparition, de glissement, de tension, d'instabilité qui s'ouvre. Et c'est ça qu'on veut dire aussi aux étudiants. S'ils ne retenaient que ça, parfait. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Non. Alors, j'en profite puisque. N'hésitez pas, vous suivez à poser des questions. Mais en trahissant quelque peu la thématique générale pour sortir peut-être quelques instants de la question des sources, quoique on n'en sort véritablement jamais. Et encore une fois, pour revenir à Jacques Le Goff, pour revenir au nom de votre groupe, Anthropologie historique du long Moyen-Âge, et donc le long Moyen-Âge. Ce qui, de toute façon, et Pierre l'évoquait il y a quelques minutes, problème de périodisation, si on les accepte et comment et pourquoi. Mais ce long Moyen-Âge, est-ce que vous pourriez, l'un et l'autre, nous donner votre, non pas votre chronologie du long Moyen-Âge, pourquoi pas, hein, après tout, mais plus, disons, conceptuellement, d'une part, ce à quoi cette idée renvoie dans vos travaux, dans les travaux qui se font dans cette maison, l'École des études en sciences sociales, et quelles sont les conséquences plus générales pour le travail historien, ne serait-ce que pour des gens qui, comme moi, sommes de tout petits modernistes, donc qui, chronologiquement, sommes
juste après, en principe, mais que peut-être sommes dedans, en fonction justement de cette idée du long Moyen-Âge. Vous ne le savez pas, mais voilà. C'est pour ça que je disais, tu es médiéviste aussi, sans le savoir, de ce point de vue-là. Non, en fait, c'est un problème que nous avons hérité, dont nous avons hérité, qui est une formulation qui avait été lancée, assumée par certains. Et quand on a choisi le nom du groupe, en fait, c'est surtout Jérôme Bachet qui a insisté pour cette appellation, et Jérôme a arrêté de faire de l'histoire, il n'est plus historien techniquement, mais c'est une vraie question qu'on pose et qu'on prend au sérieux, mais en tant que question, il n'y a aucune affirmation définie, on n'a pas un dogme pour dire ça. C'est vraiment un questionnement qui vient de l'insatisfaction générale qu'on ressent quand on est enfermé dans le Moyen-Âge, parce que à chaque fois on étudie des phénomènes et on sait que ces phénomènes vont plus loin, ne s'arrêtent pas. Voilà. Quand on travaille sur l'origine des universités, je suis désolé, mais on est obligé. Tu le sais très bien. Toi-même, tu l'as rappelé en parlant de la faculté de médecine. Les universités, c'est une institution médiévale qui poursuit, se transforme, change sans cesse de forme. Mais si on fait l'histoire des universités, on commence au XIIIe siècle, on est encore jusqu'au XXIe. Donc, ça ne veut pas dire que le Moyen-Âge continue jusqu'à aujourd'hui, mais c'est ancré, situer ces phénomènes dans une durée plus longue. Et ça vaut pour à peu près tout. C'est un peu étrange à dire, mais il n'y a pas beaucoup de questions sur lesquelles on puisse dire ça c'est totalement médiéval et ça s'arrête complètement au XVe siècle, il n'y a plus rien après. Pierre pourra parler de qu'est-ce que c'est que le XVe siècle, parce que c'est une question sur laquelle il a travaillé, mais juste pour donner moi la question que je pose, et qui est vraiment centrale pour ma réflexion, c'est de dépasser complètement l'idée de Moyen-Âge. Au fond, pour moi, elle n'a plus beaucoup de valeur. Enfin, on la garde parce que il y a un découpage institutionnel et les étudiants, après, ont besoin d'avoir un diplôme et éventuellement de trouver des postes, etc. Donc, tous sont cloisonnés de cette façon-là et je l'accepte et je travaille. Je connais surtout des histoires qui se passent entre le XIIe et XIVe siècle. Mais intellectuellement, c'est une notion pour moi qui n'a plus beaucoup de valeur. Je pense qu'il y a une rupture très profonde entre le premier et le deuxième millénaire de l'ère chrétienne. Je compte en millénaire maintenant. Et, voilà. Et voilà, c'est ça. Et au fond, je pense, je suis pas le seul à penser qu'il y a un vrai tournant au XIe siècle, où les choses changent vraiment. En Occident, il se passe quelque chose, et qu'il y a. Donc, moi, ce qui importe pour moi, c'est plutôt la question de la dynamique. Il y a une dynamique de l'Occident. Je reprends l'expression de Norbert Elias, que j'assume totalement. Il y a une dynamique complexe qui est à la fois sociale, politique, économique, culturelle, religieuse, intellectuelle. Une dynamique très complexe de l'Occident qui a duré un millénaire et qui aboutit à la situation contemporaine, à la globalisation, à une redistribution complète des cartes, au fait que peut-être que l'Occident, la notion d'Occident, pour moi, qui a un sens très précis, qui est l'Europe occidentale, la marge occidentale de l'Europe, ce qui est à l'ouest de l'Empire. Je définis le sens par rapport à l'Empire. L'Empire, moi, je dis, il y a autre chose qui naît justement en dehors de l'Empire, et qui est du coup le ferment aussi de ces monarchies qui deviendront des États-nations, ce qu'on connaît, de la structuration qu'on connaît dans le monde. Et l'Empire, qu'est-ce qui reste comme Empire? Il en reste deux aujourd'hui, et on les voit à l'œuvre, c'est la Russie et la Chine. Et ce que fait Poutine en ce moment, c'est une sorte de dernière réactivation de l'idée impériale, qui ne supporte pas d'être enfermé dans des frontières, qui veut s'étendre. C'est ça le principe impérial. Voilà. Donc cet Occident, à mon avis, il a une vraie histoire qui a un début et une fin, et qui correspond à peu près globalement au deuxième millénaire de l'ère chrétienne. Donc moi, intellectuellement, c'est comme ça que je raisonne et que je travaille, et j'essaye de montrer dans un autre volet de mon travail, qui est en quoi la structuration de la pensée, des catégories mentales qui se produit dans cette université médiévale au début, assez début au XIIIe siècle, a des effets gigantesques sur la structuration de la pensée et des catégories dans lesquelles nous vivons encore, dans le but d'apprendre à les identifier pour éventuellement en sortir. Voilà. Donc de ce point de vue-là, je revendique de faire un long Moyen-Âge, mais sans dire que tout est peuple moderne et contemporain et médiéval, ça n'aurait pas de sens. Mais c'est plutôt que ce qu'on appelle habituellement le Moyen-Âge doit être compris comme le lieu d'origine d'éléments de la dynamique occidentale. En gros. C'est une vision non coloniale du Moyen-Âge. Ouverte, étendue, mais non coloniale. Je n'ai jamais pensé que ça pouvait l'être. Je voudrais souligner ce que Sylvain vient de dire. C'est vrai qu'il y a une interprétation possible négative, on va dire, du long Moyen-Âge, c'est-à-dire on est dans les métaphores impériales, c'est-à-dire de politique d'annexion de l'histoire moderne, par exemple, puisque
Bon, le Moyen-Âge, on va dire 1800. Bon. Donc, on pourrait dire, oui, c'est une sorte de déclaration de guerre faite à l'autre période, et au fond, on annexe. Bon, c'était pas du tout ça qu'il y avait dans l'esprit de Jacques Le Goff, mais ce que tu as dit, là, Sylvain, c'est-à-dire des longues dynamiques, des temporalités recomposées qui chevauchent forcément. La date de 1500, par exemple, mais en même temps, tout critique que l'on soit dans notre corporation, des médiévistes, eh bien, à date régulière, ces questions de découpage, de scansion ressurgissent. Donc, on a eu l'épisode l'an 1000, bon, voilà. Là, avec la nouvelle histoire du Moyen-Âge, donc co-dirigée par Flore Mazel, tout un débat à savoir si, par exemple, la réforme grégorienne est le pivot charnière de bascule entre un premier Moyen-Âge et un deuxième Moyen-Âge, qui peut, lui, être très long. Bon, et si on coupe au milieu, le premier, en tout cas, lui, il n'est pas long, parce qu'il lutte contre une cloison. Et puis après, c'est comme des tectoniques de plaques. Les choses bougent, parce que du coup, les modernistes ne restent pas indifférents, les antiquistes non plus. Eux aussi, avec l'Antiquité tardive, ils ont commencé à bouffer quelques siècles du Moyen-Âge traditionnel. Et puis, nous-mêmes, dans nos découpes, on en avait d'ailleurs, même hier, on avait invité un chercheur anglais qui fait le projet d'écrire une nouvelle synthèse sur l'histoire du XIIIe siècle. Et la première phrase de son introduction, c'était « Quel est mon XIIIe siècle ?» Bon, donc, et c'était évidemment pas 1200, 1300, mais 1187, 1321. Bon, voilà, c'est la mécanique fine. Bon. Donc, un long XIIIe siècle. Donc, il y a un long Moyen-Âge, mais il y a… Bon. Et donc, les quinziémistes ont aussi tendance à faire un long XVe siècle. Et moi, j'aime bien le 14e, finalement, parce que c'est vrai que c'est pas un siècle très drôle, mais bon. Alors, je me dis, il est où, quoi? C'est-à-dire que si on a un long 13e et puis un long 15e, bon. Donc, il y a des conventions derrière tout ça. Il y a aussi des stratégies de positionnement au sein de la profession. C'est normal et c'est pas du tout condamnable. La question qui est évidemment derrière, c'est la sensibilité à une temporalité qui fait sens. Moi, j'observe qu'en dehors des découpes de périodisation, les contemporanéistes ont quand même une avance sur nous. Des fois, on ne le confesse pas toujours volontiers, mais bon. La question des chrononymes, c'est-à-dire, ils ont été, eux, très sensibles, je pense aux travaux de Dominique Khalifa, par exemple, à la manière dont, pour échapper à l'enfermement du débat sur long, court, siècle, etc., eh bien, on peut requalifier des moments. C'est une sensibilité autant peut-être plus raccourcie en les années folles, bon, etc. D'ailleurs, les médiévaux, quand même, le bon temps de Monseigneur Saint-Louis, c'est un chrononyme. Enfin, il n'y a pas de date, mais on enferme dans une bulle qui est toujours avant nous, la génération d'avant, qui a toujours mieux fait, qui a mieux vécu, enfin, etc. C'était quand même aussi dans leur esprit parfois. Donc il y a tout ça, et c'est comme pour les sources. En fait, quand on prend un débat ou le fil d'une pelote, c'est toute la pelote qui vient avec, celle des siècles, du long, du court, voilà. C'est là où c'est intéressant de voir les différents regards pour nos époques. Les Italiens verront tout de suite l'époque de Dante. Ah oui. C'est comme ça qu'on définit cette époque qui est entre le XIIIe et le XIVe siècle. Donc on a parfois ce découpage en siècle nous fait buter sur des moments importants qui sont à cheval. Mais si on décalait un petit peu les choses, on verrait là. Sachant en plus que le Trecento, c'est pas le XIIIe siècle. Mais non, bien sûr. Voilà, donc ça commence par là. Voilà. Plein de regards très différents qu'on peut avoir selon les points de vue. Ouais. Est-ce que tu es satisfait de la… Mais il ne s'agit pas d'être satisfait. Mais juste, pardon, je précise qu'on aura justement dans le festival de Marseille un débat avec Étienne Hanheim sur quand finit le Moyen-Âge. J'allais précisément pouvoir faire allusion à
à cet événement-là, mais je veux dire que cette discussion, cette dernière partie de l'échange renvoie directement à la thématique centrale du festival de septembre prochain, donc je rappelle du 21 au 25 septembre à Marseille, à savoir le temps. Et donc, oui, il y a le découpage du temps, et pour nous, c'est vraiment crucial. C'est quand ça, est-ce que ça finit jamais, et quand est-ce que, parce que si c'est quelque chose, si c'est une période, c'est très intéressant, c'est une période dont on ne sait pas vraiment quand elle finit. Peut-être qu'il est possible pour l'époque moderne, il y a un début de la modernité, mais... enfin là, je ne veux pas, mais non, je pense que c'est déjà la notion de modernité est elle-même extraordinairement problématique, et je pense que il faudrait peut-être s'en défaire. Et puis il s'ensuit que définir ou déterminer un début de la modernité l'est tout autant, sinon davantage. D'ailleurs, est-ce que l'aventure espagnole, le Nouveau Monde est médiéval ou moderne? Ça, c'est un débat historiographique qui dure depuis des décennies. Un beau chrononyme, l'aventure espagnole. Ou que sais-je encore. Enfin, moi, j'ai un peu travaillé sur l'histoire des dissections anatomiques. Alors, si je suis moderniste, j'aurais dû m'interdire d'aller voir ce qui se passe. Alors, on ne comprend rien, puisque c'est quelque chose qui correspond à la fin du XIIIe siècle dans ces premières manifestations. Bref. Donc, on est toujours confronté à ces frontières qui sont indispensables et gênantes. Mais dont on peut guère se passer. Mais faut être conscient. Tu citais la difficulté à la fois situer et définir la modernité et la pré-modernité. Bon, en France, dans notre découpage traditionnel de la périodisation, on a le Moyen-Âge et les temps modernes. On passe la frontière en Allemagne, dit moderne, ça commence en 1800. Avant, ce qu'il y a, c'est dit pré-moderne, qui correspond à nos temps modernes. Donc, ben voilà, c'est quand Marc Bloch disait il faudra quand même un jour finir en Europe par au moins s'entendre sur un vocabulaire. Il a dit ça en 1928, il y a presque un siècle, pour réintroduire la notion de siècle. De même que, enfin, tu parlais des Italiens, leur renaissance ne sera pas forcément à la même époque que celle qu'on conçoit en France. Donc, voilà. Alors, je fais un dernier appel. Est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des questions? D'accord. Donc, à vous, les mots de conclusion que vous souhaiteriez prononcer. Comme un débat entre deux tours, commence. Non, mais moi, je dirais seulement merci. Merci, c'était passionnant, et on devrait discuter plus souvent aussi entre nous, parce que on se pose les mêmes questions finalement, et on a des... je le crois moi aussi. Et je pense que... Voilà, on ne peut pas s'arrêter à des frontières. Si on reprend la question de la périodisation, de s'arrêter à des frontières, et toutes les réflexions que nous menons sur les sources médiévales, elles sont peut-être plus aiguës parce que, comme on a moins de documentation, on est plus obligé de réfléchir sur la documentation qu'on a, elle est moins abondante. Mais je pense que c'est vraiment des préoccupations qu'on partage quelles que soient les périodes en réalité. Oui, c'est le format, je trouvais intéressant, parce que même si on se fréquente, on fait des séminaires, en même temps, le dialogue là qu'on a eu, on l'a pas eu dans un séminaire sous cette forme-là. Donc c'est toujours utile de changer, de varier les formats. Ce qui est quand même intéressant, c'est c'est une banalité, j'ai presque honte de le dire, mais le grand retour du temps quand même, dans nos... alors il y a eu du conjoncturel, cette espèce d'apesanteur avec l'épidémie, le confinement, où on ne savait plus quand était dimanche, quand on travaillait plus. Mais ça va vite, il suffit d'enfermer les gens 15 jours et les structures temporelles commencent à complètement... Donc voilà, c'est le temps est long et en même temps d'un efficace extrêmement... bref, et donc on se dit, tiens, les historiens, reprennent
ce qu'on leur a attribué comme leur outil le plus naturel, mais oui, puisqu'il y va fondamentalement, non pas de la compréhension des chiffres, des scansions et des coupures, il y va tout simplement à la compréhension de l'originalité, la spécificité, ce que tu as dit tout à l'heure sur il y a quand même des moments de cristallisation, etc., et sous une forme particulière, socio-culturelle, religieuse, où par exemple les sphères du public, du privé, de l'État et de l'Église ne sont pas conditionnées comme ça peut l'être ailleurs. Et c'est le temps qui permet aussi de donner quand même un entourage et un placement dans ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Bien, alors évidemment, le merci s'adresse à vous. Et au modérateur. Bon, le modérateur est juste Je ne travaille pas sur l'anatomie pour vous. Donc merci vraiment, parce que au fond, l'objectif de ces séances, de ces Spring Talks, de ce mois de l'international, est de ouvrir les portes et les fenêtres, plus que peut-être d'habitude, et surtout plus loin, pour montrer ce que nous faisons, mais surtout comment. Exactement. Voilà. Et j'ai l'impression que sur ce plan-là, en tout cas, votre contribution est extrêmement éloquente. Et pour ma part, donc, je remercie aussi à tous ceux qui sont de l'autre côté dans leur cadre de l'écran, et pour leur donner rendez-vous, s'ils le souhaitent. Il y a peut-être toujours une émission de radio en France qui dit à lundi si le cœur vous en dit. On pourrait dire à l'année prochaine, au mois de l'international de l'an prochain, si le cœur vous en dit, puisque, comme je le rappelais en commençant, celle d'aujourd'hui est la dernière de cette deuxième saison de cet événement qui, en tout cas pour nous, est important, en espérant que pour vous, ce soit au moins agréable. Merci beaucoup et à très bientôt.